Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Bienvenue donc pour cette séance de clôture, comme d'habitude, donc qui est consacrée on a récolté les questions qui ont été déposées, qui étaient assez nombreuses dans les urnes. Mon collègue Sven Ortoli et moi-même, Martin Legros. Et autour de Claire Marin, nous avons encore la chance, Giuliano D'Ampoli a dû rentrer, comme vous en avez rendu compte, il y a déjà des dimanches. Mais nous avons la chance d'avoir Olivier Pourriol et Raphaël Imbert, que vous avez beaucoup entendu jouer, mais que je trouvais que c'était important aussi de l'entendre sur toutes ces questions qui ont été levées. Alors, dans les courriers, il y a eu énormément, et on vous en remercie, de bravo, de encore, de continuer, de suggestions qui seront transmises sur la facilitation de l'accès pour les personnes malvoyantes, malentendantes, installer des dispositifs. Tout ça sera transmis à qui de droit, soyez-en rassurés. Il y avait aussi des petites remarques sur une distribution de la parole qui pouvait parfois être critiquée. On en prendra acte. On est sur une phase de progrès, vous inquiétez pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, beaucoup de bravo, des propositions de café philo, etc. Donc, merci de vos encouragements. Mais donc, il y avait aussi des questions philosophiques de fond adressées aux uns et aux autres. On dispose d'une heure à 13h30. Il faut vraiment qu'on quitte les lieux. On va les traiter. Il y a 5 thèmes. Un thème consacré aux identités, au corps, à la place de la France et de l'Europe, à la question de la place et de la rupture, ça c'est plus précisément pour Claire Marin, à l'accélération, à la technologie, à ChatGPT, et au final, une question qui est revenue un peu lancinante sur comment, en dépit dans ce diagnostic qui est quand même assez sombre qu'on a fait, cet état des lieux, comment échapper au pessimisme. Voilà, donc ça, ce sera à la fin. On compte sur vous pour rebooster le moral des troupes. Sven, à toi. Bon, donc les premières questions, on va les donner en rafale quelquefois pour... D'abord, on ne lit pas l'ensemble des questions qu'on a reçues parce qu'il y en avait trop, mais parmi celles qu'on a sélectionnées, on va vous les donner en rafale pour permettre aux uns et aux autres de répondre selon leurs envies. Donc, premier volet, sommes-nous enfermés dans nos identités, comme le dit Souleymane Bachir Diagne. Souleymane qui, au passage, devait être là, mais affilé parce qu'il était appelé par des étudiants à Toulouse. Et donc, première question, est-ce que nous sommes enfermés dans nos identités? Comment en sortir? Deuxième question en même temps, de quoi l'Europe est-elle le symptôme pour les USA? Ça, je ne sais pas si c'est une question à laquelle on peut répondre très facilement. Enfin, aucune question n'est facile, mais enfin, celle-là, elle est un petit peu hors du truc. Et quelle humanité voulons-nous pour demain? Dans combien de pays cette question est-elle posée à la population? Alors, parmi ces trois-là, je ne sais pas si vous voulez choisir. Sur l'identité, par exemple, est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, je veux bien commencer avec cette question. Mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la question a un sujet pluriel et qu'en réalité, cette pluralité se démultiplie puisque chacun d'entre nous a différentes identités et que chacune de nos identités est relationnelle, c'est-à-dire je suis quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Donc selon la place qu'on occupe de manière durable ou de manière très éphémère, on va être identifié comme le conférencier ou la mère de famille ou la bonne amie ou la professeure, etc. Donc, de fait, nous ne sommes pas enfermés dans une identité puisque chacun d'entre nous en a plusieurs. Ce qui est compliqué, c'est quand toutes les relations autour de moi m'enferment dans une identité ou convergent vers une identité que je n'ai pas choisie, qui me définit de manière stigmatisante ou qui m'invisibilise. Donc c'est là encore la question des relations qui produisent l'identité. Et puis si on est dans cette situation d'enfermement, il y a quelque chose comme une énergie qui peut venir d'un collectif, c'est-à-dire si on est plusieurs à souffrir d'un enfermement dans une identité stigmatisante, là encore, c'est la force du lien. C'est-à-dire c'est d'autres liens, d'autres formes de solidarité, fraternité, sororité, solidarité des plus démunis ou des plus éprouvés, comme disait le philosophe Patočka. Il y a une force là qui se construit
et qui permet de remettre en question le regard dévalorisant qu'on peut poser sur nous ou l'identité réduite dans laquelle on nous enferme. Est-ce que quelqu'un d'autre, Olivier, tu veux réagir ou tu préfères attendre les prochaines questions? J'attends la prochaine rafale. Bon, tu es enfermé dans une identité de cinéaste alors. Raphaël Imbert, peut-être, vous dirigez un lieu de formation, hein, autour de la musique notamment. Dans le milieu de l'art aujourd'hui, la question des identités, de la possibilité pour les artistes de s'approprier des traditions, la question de l'appropriation culturelle est une question à la fois très vive, très intéressante, un peu vertigineuse aussi quand elle se décline dans des interdits ou des appels à canceller des artistes parce qu'ils se seraient appropriés tel ou tel item venu d'une culture ou d'une tradition qui ne leur appartient pas. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous traitez, comment est-ce que vous voyez cette question dans le champ de l'art et de la musique en particulier? Et surtout dans le champ de la transmission, en fait, parce qu'effectivement, je dirige un établissement public qui regroupe qui s'appelle Campus Art Méditerranée. Et quand on a changé de nom, avant, on s'appelait l'Institut National Supérieur d'Enseignement Artistique Marseille-Méditerranée. Un des éléments de recrutement était le fait de pouvoir dire cette phrase d'un seul coup, en fait. Hein. Et en fait, on est au cœur des problématiques d'identité. Qu'est-ce qu'on affirme avec notre passion française des acronymes? Et ça donnait INSEAM. C'est beau comme nom d'école, ça. Surtout qu'en anglais, INSEAM, c'est un terme de textile qui veut dire l'entrejambe du jean. Donc quand j'étais sur les relations France, je voulais dire un mot sur les relations Europe-États-Unis. C'est extrêmement délicat quand j'étais avec mes collègues de Georgia Tech ou de la SCAD de se dire je suis le directeur général de l'entrejambe du jean. C'était un petit peu délicat. Et donc je dirige cet établissement qui regroupe le Conservatoire de Marseille, les Beaux-Arts de Marseille, enseignement supérieur, et un institut de formation. Donc on est au cœur de cette problématique-là. Évidemment que la problématique des identités, elle est exponentielle. C'est même pas une question sur l'appropriation culturelle, c'est même pas un sujet sensible. C'est la kryptonite en fait des établissements à l'heure actuelle. C'est vraiment le truc qu'il faut. Et en fait, il est impensé. Il y a pas de. C'est un principe en fait cette question d'appropriation culturelle. Il n'y a pas de règle là-dessus. C'est quelque chose d'extrêmement malgré tout volatile. Et autant vous parliez de cancel, je crois qu'il faut pas tout à fait mélanger les choses, parce que les phénomènes de cancellation sont pas forcément dirigés vis-à-vis de cette problématique d'appropriation culturelle. Ils sont dirigés sur d'autres questions. En tout cas, je parle de nos étudiantes et étudiants. C'est sur la question parfaitement légitime des violences sexistes et sexuelles, sur la question parfaitement légitime de la question de la géopolitique, ce genre de choses. En fait, l'essentiel de l'énergie de ce qu'on pourrait puis il y a une question de génération derrière, hein, de ce qu'on pourrait appeler un phénomène de cancellisation, sont surtout dirigés sur ces questions-là. La question de l'appropriation culturelle, on en parle tous, parce qu'en fait, elle est au cœur de cette réflexion sur l'identité. Il y a une grande affirmation qui n'est absolument pas transgénérationnelle, parce que ce soit les profs, qui plus est les directions d'établissement et les étudiantes et les étudiants, des conceptions extrêmement différentes de ce que ça veut dire. Moi, je suis musicien de jazz, en plus. Rien qu'en tant que tel, je suis l'acteur, l'observateur et le chercheur d'un grand phénomène d'appropriation culturelle absolument quasi universel. Donc, comment on se positionne dessus, comment on y réfléchit? Je remarque, moi, quelque chose d'assez fort. Il y a dans cette nouvelle génération, que ce soit chez les musiciens, chez les comédiens, chez les plasticiens, une question qui revient finalement énormément autour de la question de la famille. C'est-à-dire que l'essentiel du travail qui est fait, c'est la famille. Et on peut y voir, du reste, pas besoin d'aller vers les écoles. Regardez les prix Goncourt, regardez les prix littéraires, la rentrée littéraire. L'essentiel de l'analyse littéraire de cette année, c'est de se dire, mais ils parlent tous de leur famille, quoi. Vraiment. Donc en fait, c'est généralisé. On peut s'en réjouir d'un certain côté. D'un autre côté, on peut, nous, en tant que direction d'établissement, quand même un peu, si ce n'est s'inquiéter, se poser la question quand même. C'est-à-dire que finalement, peut-être qu'il y a une crainte dans le cadre de la recherche, dans le cadre de la création, dans le cadre de la prospection intellectuelle, une peur d'aller au-delà de son cercle pour ne pas se faire rattraper par la police, je mets plein de guillemets, hein, se faire rattraper par le fait de finalement se faire accuser soit d'appropriation culturelle, soit de ne pas connaître le sujet sur lequel on est censé travailler. Et j'y vois à la fois
une vraie concentration. C'est-à-dire que ça donne, moi ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça donne artistiquement. C'est fabuleux. C'est-à-dire que le niveau des étudiantes et des étudiants maintenant, de ce qui est en train de se créer pour les décès, ça répond à la dernière question, avoir de l'espoir, il y en a plein. C'est-à-dire qu'en fait, ça donne artistiquement des choses extraordinaires. Mais quand même, il y a une peur qui est ancrée maintenant. Il y a une forme de crainte quand même là-dessus qui, moi, me préoccupe quand même beaucoup sur l'avenir, sur les échanges, sur le fait que qu'est-ce que c'est qu'une identité si on n'affirme pas qu'on en a une infinité en fait. Olivier Pourriol. Moi, j'avais un truc quand même à dire sur cette rafale. La question de l'identité, alors l'identité, on a l'impression que c'est ce qui nous définit nous. Et après, dans le mot identité, presque au sens mathématique, il y a l'idée qu'on reste le même. Donc, comme le disait Claire, bon, bah, on est plusieurs, et puis on n'est pas le même. Mais bon, quand même, nous, on a l'impression de ne pas avoir changé. Quand on voit des gens qui disent « t'as pas changé bah, », c'est plutôt un compliment. Déjà, on vous reconnaît, donc c'est déjà pas mal. Mais on a le sentiment d'être resté la personne qu'on était en tant que promesse. Et alors, s'il y a une inquiétude à avoir, moi j'en ai une, parce que j'ai des enfants qui sont exposés à des logiciels de construction d'identité. J'ai un fils de 16 ans, par exemple, et le temps qu'il passe sur son écran, à un moment, je dis, bon, ça doit être plus intéressant que moi. Donc, je dis, bah, vas-y, explique-moi. Explique-moi ce que tu fais, en fait. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Et comme il est sympa, il m'a expliqué. Et je dis, c'est la grande phrase de Michel Serres. Hein, vous la connaissez? Tu la connais? Tu vois ce que je veux dire? Ok. Dans la science, c'est ce que les parents apprennent aux enfants. La technologie, c'est ce que les enfants apprennent aux parents. Vous voyez? Quand vous ne savez pas où servir d'un truc, eux, ils savent. Mais la théorie derrière, bon, il y a encore des profs de physique quand même et de maths. Bon. Un peu plus âgés que leurs élèves, pour l'instant. Et il me montre, et je suis pas tombé de ma chaise, on était dans un bus, mais il m'a montré quand même. Et je dis, ah bon, mais c'est ça que vous regardez? Vous savez ce qu'il regarde quand même? Alors, il y avait, je lui dis, lui, c'est qui là? Il me dit, bah lui, c'est le frère de lui. Ok. Et ok, ils se parlent en anglais, mais ils sont anglais. Je dis, non, ils ne sont pas anglais, mais ils se parlent en anglais. J'ai dit, toi, tu fais des commentaires là-dessus? Oui. Mais ils font quoi en fait? Ils ont des mèches de cheveux. D'accord? Ils font quoi avec leurs mèches? En fait, ils apprennent à être beaux avec leurs mèches. Là, il fait quoi avec ses yeux-là? En fait, il apprend à cligner des yeux pour être plus beau. J'ai quoi? Il y a une manière de cligner des yeux pour être plus beau? Moi, j'ai des lunettes, ça sert à rien. Bon, tu vois. Et là, c'est quoi? Ça s'appelle Black Pill. Vous savez ce que c'est, Black Pill? C'est une référence à Matrix, où la pilule bleue ou la pilule rouge, c'est soit tu renonces à la réalité, soit tu veux la réalité. La Black Pill, c'est autre chose. Tu te construis ta réalité avec l'idée d'une autodiscipline pour avoir un corps parfait, avec des pectoraux parfaits, des cheveux parfaits, des clins d'œil parfaits. Et il y a l'idée que si tu es dur avec toi-même, tu obtiendras tout ce que tu veux dans la vie. J'ai dit, mais ah bon? Mais il y a des gens qui font ça à 16 ans. Mais c'est-à-dire, en fait, quand vous faites de l'extrascolaire, c'est ça? C'est pour être plus discipliné que ce qu'on vous demande à l'école. Et en fait, dans la construction d'identité, si vous savez que ces choses-là existent, vous regardez autour de vous et vous voyez que, pas tout le monde, hein, certains jeunes gens ne se tombent pas forcément dedans, mais regardent ça, fréquentent ça. Et il y a tout un truc de comparaison. Il y a ce que Spinoza appelle la mauvaise imagination, c'est-à-dire quand on se compare à l'autre pour essayer de définir son identité, on n'a que des mauvaises joies. Parce qu'en fait, soit on est mieux que l'autre, et donc on est content, mais c'est pas bien. Soit on est moins bien que l'autre, et on n'est pas content, et on sait pourquoi, et on essaie de s'aimer. Bon, c'est plutôt ça qui m'inquiète, moi, sur l'identité. Et le deuxième plan, ce matin, pour celles et ceux qui étaient là, je montrais un film de Spike Jonze qui s'appelle Her, où vous avez quelqu'un qui est seul et qui se retrouve en contact avec une IA qui a la voix de Scarlett Johansson. Bon, évidemment, on a envie de lui parler. Enfin, lui a envie de lui parler dans le film. Et envie d'être amoureux d'elle, etc. Et il s'aperçoit qu'elle est en relation avec 8153 personnes comme lui, qu'elle a des relations amoureuses avec 614 personnes. Bon. Et là, il y a un vertige. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il a renoncé à être en relation avec les autres, il est confirmé dans son identité avec quelqu'un qui est designé pour simplement lui donner toujours la même chose. Et donc, il s'enferme dans une identité, il est toujours identique à lui-même, parce qu'il n'y a jamais d'altérité, il n'y a jamais de contradiction. Et c'est comme si l'individu était en relation avec lui-même et qu'il n'avait pour relation que des gens qui le confirment dans ce qu'il est déjà. Et ça, moi, c'est un vertige que j'ai à chaque fois, je vais sur Instagram, etc. Je scroll, je clique, je machin, ou alors je fais de la pub pour la rencontre de Michel Serres. Oui, bon. Bah oui, ça sert à ça aussi. Et je me dis, mais en fait, là, quand je regarde, c'est un miroir, mais de la partie la moins intéressante de mon cerveau. C'est-à-dire le pire que je peux être, je suis seul avec, et ça peut durer des heures. Et je dis, c'est ça l'aliénation, en fait.
Enfin, voilà, c'était ma contribution à la rafale. Peut-être pour prolonger, moi aussi j'ai une ado. Et donc dans ces contacts, il y a mon chat. Donc mon chat, je me demandais qui était son chat. J'avais imaginé un amoureux, quelque chose comme ça. Mon chat, c'est ChatGPT. Oui, non, mais sauf qu'entre elles disent mon chat. Et donc, au départ, il y avait une petite excitation autour de mon chat. Donc, il était consulté pour pas mal de décisions importantes sur quel maquillage acheter, etc. Et en fait, au bout d'un moment, mon chat s'est fait quasiment larguer. Pourquoi ? Parce qu'il est trop gentil. Parce qu'il nous dit toujours ce qu'on a envie d'entendre. Il est hyper conciliant et qu'une relation, c'est pas ça. Donc moi, en termes d'espoir, je le mets là, c'est-à-dire que pour le moment, parce que l'algorithme est exactement toujours trop ce que j'attends d'entendre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de résistance. Et c'est quand même un peu ce qu'on cherche pour se construire. Donc on a abandonné, il faut abandonner son chat. C'est ça ? Voilà. Il faut abandonner son chat, d'accord. Ça dit, il arrive aussi de chat de confirmer les êtres dans leurs angoisses, dans leur, et ça crée aussi quand même des choses. Voilà. Alors, deuxième série de questions, non pas sur les identités, puisque on était le thème c'est quelle humanité voulons-nous du corps au cosmos. Eh bien, il y a eu beaucoup de questions sur la question la transformation du corps, qui intéressait d'ailleurs déjà beaucoup Michel Serres. Je vous en livre quelques-unes. Nous avons vécu l'altération, voire la privation de nos sens les plus intimes, affectation du goût, du toucher, pendant le Covid notamment. Pouvons-nous espérer un retour au corps sensible dont les technologies nous éloignent ? Deuxième question, peut-on craindre une humanité sans corps ? Et une question un peu supplémentaire, un peu mystérieuse, et si le corps savait, lui ? Point d'interrogation. Et troisième série de questions, là, plutôt à Claire Marin, est-il précisé, le corps, me semble-t-il, n'est pas aussi monolithique que vous le présentez avec un intérieur et un extérieur net. Il y a beaucoup d'extérieur à l'intérieur du corps. Le corps me paraît être aussi une vaste zone d'échange, une frontière, en somme. Pensez-vous que l'on puisse tirer de cette constatation quelques analogies philosophiques complémentaires à vos propos au terme de cette session qui a longuement traité du corps ? Donc peut-être Claire, en premier. Sur l'intérieur et l'extérieur du corps, où il n'y a pas de frontière franche, tranchée entre les deux. C'est exactement le propos du prochain livre. Donc merci pour ce teasing. Vous reviendrez l'année prochaine. Voilà, alors. c'est ça. Sur la porosité du corps et sur effectivement le fait que... Alors peut-être que je me suis mal exprimée, mais ce qu'on avait évoqué avec Clara, c'était justement le fait que cette distinction intérieure-extérieure, très schématique, bien sûr, elle ne convenait pas au sens où il y avait quelque chose comme des phénomènes d'expansion et de rétrécissement. Et plutôt que de parler de corps, moi je préfère parler d'une présence sensible. Il y a des moments où notre présence sensible diffuse quelque chose, et puis d'autres moments où on est un peu rétracté, on se fait oublier. Donc là encore, on peut être prisonnier ou trompé par la visibilité, croire que notre corps s'arrête aux délimitations, un peu comme sur une scène de crime où on va délimiter à la craie le corps de la victime. Et c'est pour ça que j'avais proposé l'image de l'ombre, parce que l'ombre va s'agrandir, s'allonger en fonction aussi de l'endroit, de la situation, de l'éclairage sous lequel on se trouve. Donc si j'ai donné cette impression d'une dualité bien tranchée, c'est que je n'ai pas été claire, ce qui est le drame de ma vie. Et peut-être... alors, Attends, tu oui. n'es pas clair ? Je ne suis pas claire. Mais alors, sur ces questions, nous avons vécu l'altération, voire la privation de nos sens les plus intimes au moment du Covid, le goût, le toucher, etc. Pouvons-nous espérer un retour au corps sensible ? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette proposition ? Raphaël ? Plein de choses. D'autant qu'on est là, on était sur cette scène il y a 2 jours pour parler du corps politique. C'était pas gagné quand même, hein, de faire un spectacle musical sur le corps politique. Et je remercie Martin et Myriam de cette magnifique proposition et de ce moment magique qu'on a vécu ici. Bon, en fait, ça fait complètement sens avec plusieurs choses que je vais essayer de livrer, pas en vrac, mais rapidement. On a un vrai souci
Sur la question du sens, on avait aussi un vrai souci sur l'écoute, en fait, sur le sens de l'écoute, de l'audition au sens de compréhension, en fait, hein, qui, pour le musicien que je suis, est un sujet vraiment urgent à traiter, y compris pendant le Covid, parce qu'on a redécouvert pas mal de choses sur notre sens de l'écoute. Et quand on dit l'écoute, c'est aussi de l'écoute réciproque, c'est un vrai sens. Moi, je suis frappé de voir à quel point, et un moment comme les rencontres Michel Serres est un remarquable moment pour constater la force de l'écoute réciproque, et qu'on en a bien besoin, et que dès qu'on sort de ce contexte-là, on se retrouve dans un contexte où on n'écoute plus. En fait, quand je dis ça, au sens très large du terme, et la musique est un excellent moyen de constater qu'on n'écoute plus du tout, en fait, puisqu'en fait, on n'écoute pas la musique. Particulièrement dans notre société, dans notre culture, la musique est devenue un paysage. Pas du tout, on n'est absolument pas lié à ce pourquoi on a inventé la musique, qui est d'ailleurs absolument pas une particularité proprement humaine. On a déjà eu l'occasion d'en discuter avec quelqu'un comme Vincent de Després, et je sais qu'il y a un grand débat philosophique là-dessus, c'est un débat passionnant. Mais sur la question du corps, ça va avec, en fait. C'est-à-dire que le musicien a un corps, le musicien a besoin du corps pour agir, et c'est un vrai problème pour le directeur d'établissement que je suis, et ça rejoint la discussion qu'il y avait avec Pierre Zaoui à l'instant, à côté sur la question de la perfection. On est une génération, à cause des nouvelles technologies d'ailleurs, ou grâce aux nouvelles technologies, où en fait nos jeunes apprentis ont une sorte de fantasme de la perfection. Tout ce que vous écoutez, on parle tout, vous voyez, autotune, vous voyez ce que c'est ? Ce truc qui fait que n'importe qui ici dans la salle peut en fait faire un tube en chantant juste. Et on dit c'est terrible, autotune, c'est en train de détruire l'apprentissage de la musique. Mais en fait, en musique classique, vous avez exactement pareil, mais personne n'en parle. D'ailleurs, Pierre disait, il en veut beaucoup à Glenn Gould de ce point de vue-là, et il a raison. Parce qu'en fait, ça correspond à une révolution technologique à l'époque où en fait, vous pouvez faire des enregistrements parfaits, sans aucune fausse note, sans aucune... Et il y a une quête de la perfection qui est extrêmement problématique pour les jeunes, qui fait d'ailleurs qu'ils vont se retrouver avec des problèmes corporels, avec des dysfonctionnements, avec des tendinites, avec des choses... Il y a une vraie pathologie du musicien. Je reste sur la musique, mais c'est valable pour tous les apprentissages artistiques. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez problématique, qu'on doit régler là, dans les années qui viennent, parce qu'en fait, on va se retrouver avec une vraie épidémie pathologique de ce côté-là, autant corporelle que psychosomatique potentiellement, et psychologique. Ça, c'est un point que je voulais soulever qui est important. Et puis, rappelons-nous aussi, on est le 11 novembre, c'est pas n'importe quelle date dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'humanité. Et je voudrais rappeler ce que représente, quelle a été la fonction des compositeurs et compositrices après la Grande Guerre pour intégrer les mutilés de guerre qui étaient des grands virtuoses. Alors l'exemple qu'on connaît tous, c'est le concerto pour la main gauche de Ravel. Le génie de Ravel, qui correspondait d'ailleurs à... C'est une demande, alors j'ai oublié le nom du pianiste qui lui a commandé cette œuvre, qui est un mutilé de guerre qui avait perdu son bras droit. En fait, ils sont très nombreux. On connaît le concept. Mais en fait, il y a tout un répertoire qui a été créé à ce moment-là pour intégrer la problématique de la corporalité et de la situation de handicap de la mutilation. N'oublions jamais que ce qui était intégré aussi par les compositeurs et par les personnes, ce qu'ils étaient en train de découvrir de façon énorme, c'est qu'en fait, il y a la problématique du membre fantôme. Alors, en fait, tu parlais de la craie, mais en fait, potentiellement, vous restez avec la sensation, une sensation presque physique du membre qui vous manque. Et quand vous composez, quand vous êtes un génie comme Ravel, mais c'est le cas de tout ce répertoire-là, vous devez faire avec, parce que toute la problématique, c'est de faire une œuvre où il n'y a que la main gauche ou la main droite, il y a d'autres répertoires pour ça, qui actionnent, mais vous devez désengager les réflexes qui correspondent pour un pianiste qui a travaillé 10 heures par jour depuis ses 5 ans jusqu'à la fin de sa carrière, d'enlever les réflexes qui correspondent au membre qui est absent et qui pourtant réagit toujours. C'est tout un travail. Moi, je voulais livrer, en plus, on est le 11 novembre, je trouve que c'est un moment clé pour comprendre ça, parce que ça a été vu la quantité de mutilés, d'artistes mutilés avec lesquels on s'est retrouvé en France, en Allemagne, dans tous les pays concernés par cela. On a dû intégrer ça et découvrir ce qu'était la problématique, notamment du membre fantôme, et notamment la problématique de est-ce qu'on est un virtuose, est-ce qu'on reste un virtuose quand il nous manque une partie de notre corps. Ça a été une révolution esthétique et artistique colossale, et qui donne d'ailleurs peu ou prou la création des Jeux paralympiques 100 ans après. D'ailleurs, c'est là une des rares fois où l'art a devancé le sport. Souvent, le sport est beaucoup plus inclusif dans l'histoire que l'art, finalement. Là, on a un petit mouvement inverse qui est intéressant. Olivier Voël. Oui, c'est moi. Moi, je suis Olivier, je suis à côté de Claire.
de Sven, de Raphaël, Martin. Il faut se rappeler qu'on a des noms quand même, des noms propres. Hein. C'est important. Et j'aimerais parler de Laura. Alors, Laura, c'est pas quelqu'un. Laura, c'est ce dont parle Walter Benjamin dans son petit livre sur la reproductibilité technique. Et il dit une chose très, très simple et très profonde, c'est qu'à partir du moment où les œuvres d'art sont devenues reproductibles, ça ne veut pas dire, on ne parle pas des cartes postales des tableaux, on parle des œuvres d'art qui sont faites pour être reproductibles, donc il parle de la photographie et du cinéma. Quand vous allez au cinéma, vous regardez une copie. Et il n'y a pas le négatif original, en fait, il est utilisé pour imprimer ensuite des copies, et tout le monde voit le même film n'importe où. Et il dit, voilà, le problème du monde contemporain, c'est la perte d'aura. C'est-à-dire que l'œuvre d'art qui avait un corps unique, qu'il fallait se déplacer pour aller voir, on parlait du Louvre, hein, vous voyez, quand vous allez voler un truc au Louvre, vous prenez le truc qui est unique, vous prenez pas, pardon, c'est pas des conseils, hein, c'est un constat. Pourquoi il y a des braquages au Louvre? Parce qu'on va chercher des œuvres uniques. Vous voyez, il n'y a pas de braquage de stock de cartes postales. On ne vole pas des copies de films, vous voyez. Mais si, on vole, mais en restant chez soi. Ça s'appelle le streaming, bon, des choses comme ça. Bon. Oui, maintenant, c'est un modèle économique, c'est Netflix. Sans sortir de chez vous, vous pouvez avoir une copie ou accès à une copie. Et c'est ça le problème du corps. En fait, nous, on a un seul corps pour l'instant, mais on n'en aura qu'un. Et celui qui nous aide à comprendre ça, c'est Bergson. On en parlait le matin parce que lui, là, en fait, en même temps qu'il anime tout ça, il fait des éditos pour Philosophie Magazine. Et donc, il fait travailler les copains. Il dit, ouais, t'as pas une idée pour ça. Bon. Bref, on parlait de Bergson sur le corps augmenté. Et Bergson, il a cette remarque très simple. Il écrit ça en 1930. 32. Ouais, 32. Tu vois, il sait, lui. Bon, 1932. Parce qu'il a commencé avant 32 pour publier. Hein. Nous, on sait, ça prend du temps d'écrire des livres. Donc en 1929, déjà, il avait philo n'ont jamais tort. Il avait cette idée. Et il disait, voilà, la technologie, la mécanique, ça sert à quoi? Ça fait quoi? Il dit, ben, ça augmente votre corps. Ça augmente votre corps avec des choses que votre corps ne savait pas faire tout seul. Vous avez un vélo, c'est de la technologie. Vous voyez, ça démultiplie votre vitesse. Bon, les lunettes, c'est la technologie. Bon, après, en fait, la vraie mécanique à laquelle il pense, c'est celle qui fait du bruit. Il disait, tout progrès nouveau se manifeste par un bruit nouveau. Et maintenant, le problème qu'on a, c'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, les vélos électriques, tout ce qui est électrique, ça ne fait pas de bruit. Et donc, on peut se faire renverser parce qu'il y a des progrès nouveaux qui ne font plus de bruit. Et donc, on rajoute, c'est vraiment, hein, chez les constructeurs de voitures, sur les voitures électriques, ils rajoutent du bruit pour que les piétons sachent. Parce que sinon, c'est un progrès, il y a du silence, mais ça tue des gens parce qu'on n'entend plus la vitesse. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le corps démesurément agrandi de l'humanité a un problème. Un petit problème qui est devenu un immense problème. Et ça, c'est en 1930. Hein. Donc, en fait, le problème s'est décuplé. Il dit, c'est que le corps démesurément agrandi de l'humanité, bah, l'âme, c'est l'âme individuelle. L'âme, elle est toute petite, c'est la nôtre. Et donc, quand on se sent dépassé, on se sent forcément dépassé parce que notre corps peut plus, technologiquement. Hein. Je ne parle pas du savoir du corps de quelqu'un à évoquer de manière très profonde, mais il peut plus. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez cette chanson de Michel Berger? Elle l'a, t'as ton sax, tu vas nous le faire. Elle a ce petit supplément d'âme que les autres n'ont pas. C'est une citation de Bergson, parce que la conclusion de Bergson, c'est de dire qu'est-ce qui manque à ce grand corps? Il manque un supplément d'âme. L'âme est petite, le corps est grand, il faudrait remplir. Et il conclut en disant on attend un messie. Il ne parle pas de foot, hein. Il ne met pas ça. Mais c'est l'équivalence, hein, cela dit. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les messies de l'ère technologique? C'est les chanteurs reproduits technologiquement, donc la musique que vous écoutez sur Spotify dans votre oreille, c'est comme ça que vous remplissez ce vide, etc., etc. Le foot qu'on regarde, tout le monde regarde le même match, ou le rugby, hein, ça marche. Hein. Les rugby, ils ont des corps, ils souffrent et tout. Nous, on regarde et on consomme et on essaye de remplir le vide, voyez, entre notre âme, qui reste notre âme individuelle, et l'immensité de tout ce qui est possible. Et le vertige qu'on a, pourquoi on pose cette question-là? Parce qu'on sait bien que l'humanité de demain sera comme celle d'aujourd'hui et celle d'hier. On a une seule âme qui correspond à un seul corps. Et pourtant, on sent que juste avec, il le disait Michel Serres, quand on tient un téléphone portable, il appelait ça la maintenant. Maintenant, il dit, dans la main, on a plus de pouvoir qu'Alexandre le Grand. Enfin, pas vraiment, on ne peut pas tuer autant de gens, mais on a plus d'informations, vous voyez, on a plus d'informations dans la main.
Et c'est ça, moi, c'est juste ça que je vois. Est-ce qu'il y a un corps demain? Oui, notre corps sera toujours le même. Notre corps social, on sait plus trop ce que c'est. Le corps technologique, on voit qu'il sait faire des choses, mais dont on ne sait pas ce qu'on peut lui faire d'intéressant. Et c'est ça qu'il faut essayer de remplir. Claire, sur ce point, un complément Oui, le début du texte de Bergson, c'est de dire que en fait, la technique a déraillé, c'est-à-dire on a créé la technique pour que chacun bénéficie de plus de confort dans son existence et que son corps soit libéré de ce qui le mettait à l'épreuve et ce qui l'abîmait. Et Bergson dit le train de la technique a déraillé. Il a pris l'embranchement du luxe, c'est-à-dire d'une technique qui va en privilégier certains et qui va aggraver la souffrance ou le poids qui pèse sur les corps de la grande majorité des autres. Et qu'on soit en 1930 ou en 1932 quand il l'écrit, on peut juste dire à quel point il a bien vu, puisque on le redisait ce matin, Pierre Zaoui le rappelait, c'est le caprice d'hyper privilégiés qui sont des grands adolescents à la tête de la Silicon Valley, qui illustre parfaitement ce déraillement du développement du savoir et de la technologie. Sur le sport, non? On reste sur le sport, oui. Alors, il y a une question. Si les sportifs étaient un tantinet philosophe, poursuivraient-ils leur sacrifice? Je ne sais pas comment il faut le prendre quand on est philosophe. C'est dommage qu'Étienne ne soit pas là, mais oui. Il est parti faire un ultra trail ce matin. On l'a tous vu en tenue de course, mais il aurait pu... Alors en fait, il est juste allé prendre le train, mais parce que moi, tous les ans, je le vois faire. Il met sa tenue et en fait, Bon. Pardon, Étienne. Alors, il y a d'autres... Alors, c'est toujours... Le sport, il y en avait d'autres, oui. Il y avait sport de compétition, sport performance, quid d'Eros et Thanatos. Une grande question très passionnante, mais qui nous entraînerait très loin sur l'action humanitaire. Le sport a changé ces dernières années, étant devenu de plus en plus professionnel, et l'action humanitaire dans cette discipline a également changé. Quel sera dans l'avenir proche le sport et humanitaire associés? Et enfin, le corps du sportif de haut niveau égale un corps carcéral, point d'interrogation. Ça, c'est une question géniale, pardon. Le corps du sportif comme corps carcéral. Alors, moi, je suis fasciné par la question de la mesure de la performance sportive. Et alors, je ne sais pas si ça a changé, mais je me suis renseigné pour les JO. Je me suis dit, mais c'est calculé comment la vitesse? Comment ils savent que le type, il part exactement, le faux départ pour le sprint? Vous savez, maintenant, ils font un faux départ, ils sont éliminés. 2 montants, ils avaient droit à un deuxième. Vous voyez, on remettait les mêmes. Celui qui est parti en premier, il est éliminé. Donc, ils font très attention. Et vous savez, ils ont des trucs par terre, un starting block. Ils ont derrière eux un haut-parleur pour que le starter qui tire le son soit en même temps. Vous voyez. Et ensuite, vous avez une étude qui a été faite en 1950 avec des athlètes d'Europe de l'Est, je ne sais plus lesquels, pour calculer, pour mesurer le temps minimal de réaction entre le starter et le départ. Et ils ont pris une mesure à cette époque et qui n'a pas changé, et en disant c'est 1/10 de seconde. Ils ont dit aucun cerveau humain d'un athlète digne de ce nom ne peut, même très entraîné, réagir en moins de 1/10 de seconde. Donc ils ont intégré ce décalage dans la mesure de la performance. Et ensuite, les starting blocks, ça sert à mesurer la pression des pieds. Vous voyez, quand la pression est libérée, c'est-à-dire quand l'athlète est parti, il mesure si l'écart entre le son du starter et le lever de pression est supérieur ou inférieur à 1/10 de seconde. Et donc, on a des cas en ce moment, vous avez des gens qui sont tellement entraînés, ils sont partis après le starter, mais ils sont partis moins d'1/10 de seconde après le départ, et donc ils sont disqualifiés. Et 1/10 de seconde sur 100 mètres, de nos jours, dedans, vous avez peut-être 50 athlètes. Vous voyez ? Donc on ne peut plus départager. Et moi, quand je vois ça, je me dis, ouais, c'est encore carcéral. Les types, ils sont entraînés à gagner 1/100 de seconde et ils sont mesurés sur 1/10. Il y a un problème. Et quand ils arrivent, parfois à la photo finish, vous avez déjà vu des photos finish ? J'ai toujours pas compris comment c'était fait. En fait, c'est une fente,
C'est pas un objectif normal, c'est une fente, et c'est comme un vase grec. Si vous regardez les photos au finish, les corps sont déformés parce que c'est une photo qui prend le temps qui passe. Vous voyez, et le premier qui passe, que ce soit une épaule, un bout de nez, un cheveu, etc., il se retrouve premier. Et la photo finish sert à déterminer ce que le chronomètre ne peut pas mesurer. Donc c'est une photo qui mesure ce que le chronomètre ne peut pas mesurer. Mais on est dans un niveau de performance complètement fou. C'est-à-dire qu'ils sont à égalité, c'est ça la vérité. Ils sont à égalité. Pourquoi on ne réinvente pas l'égalité? C'est une question politique. Merci Olivier. C'est ça aussi l'improvisation philosophique, franchement. Merci Olivier. Claire, sur le sport, sur le... Non, bien sûr que non. Ok. Alors non, mais on réfléchissait à quelle humanité pour demain sous l'angle de départ qui était de dire qu'il y a une réinvention de la place de l'humanité par rapport notamment à ces deux limites qui sont celle de l'animal, la limite inférieure, et celle des dieux, limite supérieure. Et il y a plusieurs questions qui sont revenues sur cette question. Une question, par ailleurs, question de la place sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, Claire. Voici la question. Une place est-elle vraiment un lieu, une maison bâtie sur des relations, ou n'est-elle pas plutôt un ressenti en perpétuelle évolution, guidé par les échanges sociaux avec le monde extérieur et la paix intérieure qu'on veut bien s'accorder? Oui, quand j'ai abordé cette question de la place, et en fait ça permettra de répondre aussi à la précédente, ce qui est apparu assez rapidement, c'est qu'effectivement on se la posait de manière d'abord géographique, de différents espaces qu'on habite, qui nous manquent, qu'on fantasme, etc. Mais qu'il me semble que cette place, elle est dynamique, elle est finalement constituée par une activité bien plus qu'un positionnement. Alors bien sûr, il y a des activités qui ont pour condition certains lieux, certaines configurations, certains agencements, etc. Mais le terme de place, ou encore, et là je reprenais Annie Ernaux, le vrai lieu, comme elle dit, pour moi le vrai lieu c'est l'écriture. Donc c'est vraiment une action qui produit, et ça me paraît intéressant et très bergsonien en fait. Je crois qu'il y a quelque chose qui est produit quand on est à sa place ou quand on se sent à sa place, et que dans cette production, il y a aussi quelque chose de très singulier qui peut s'exprimer. Et c'est ce que dit Bergson sur la joie. C'est-à-dire la joie, je la ressens quand dans mon geste créateur, quelque chose de singulier, de propre de moi s'exprime, mais que ce geste créateur dépasse ma singularité, qu'il soit ouvert sur les autres. Que ce que je produis, que ce soit, dit Bergson, avec un... Bon, je vais le dire, mais Bergson dit, ça peut être l'homme qui crée son entreprise, ça peut être l'artiste qui crée son œuvre, ça peut être la femme qui crée son enfant. Donc, je ne vais pas plus loin, vous avez compris quelle est ma remarque, mais imaginons une femme créatrice qui serait artiste ou entrepreneur. Donc, l'idée que... On peut rêver, on peut rêver. Ce que dit Bergson de très beau, c'est que même si je mets dans ce geste quelque chose de moi, quelque chose de singulier qu'on reconnaîtra, le but n'est pas que ça produise une clôture sur mon identité, que ça ne parle que de moi. Et ce matin, Pierre Zaoui évoquait des conceptions de l'amour qui sont très narcissiques et très fermées sur celui qui parle. Ici, il y a cette idée d'une place que j'occupe avec un sentiment d'y être légitime, d'y être bien, mais parce que c'est une place qui est dirigée, adressée, ou une place d'où mon activité s'adresse à quelqu'un d'autre que moi. Et dans ce geste-là, je trouve que peut-être on peut avoir un début de définition sur le sens que peut avoir être à sa place, mais dans une acception qui n'est pas une acception égoïste et refermée. Parce qu'on peut le lire comme ça. Moi, je suis à ma place, vous débrouillez-vous. Mais encore une fois, cette question de la place, elle a un sens si elle s'inscrit
dans un réseau, dans des interactions et dans une dynamique. Si elle est figée, si elle est close sur elle-même et dans le refus de la différence, l'altérité, tout ce que on a entendu en fait à chacune des conférences pendant ce festival, elle n'a pas d'intérêt en fait. J'ai envie de vous relancer juste avec une question de Michel Serres. Il disait que les nouvelles technologies nous avaient fait quitter le lieu, c'est-à-dire que nous n'avons justement plus d'adresse. Nous postons des choses, nous ne savons pas à qui elles sont destinées, et nous-mêmes n'avons plus l'adresse postale. Qui utilise encore son adresse postale? Plus personne. Et il disait l'humanité erre en un sens, un peu comme nous sommes tous devenus un peu des astronautes. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver un lieu et une adresse, du coup, à l'âge où il n'y a plus de lieu et d'adresse physique? Je voulais réagir à chaud sur ça, parce que depuis tout à l'heure on parlait de place, d'autant que je suis très content de répondre plutôt à cette question que sur la question du sport de haut niveau. Parce que franchement, quand j'ai commencé le saxophone et que jamais je me suis projeté sur le fait d'être au Théâtre d'Agen pour les rencontres Michel Serres avec parmi les plus grands philosophes de notre temps, ça c'est juste, hein, et les meilleurs journalistes de philosophie qui existent, pour parler de sport de haut niveau, je ne me serais pas senti à ma place. Pour autant, je ne me sens jamais mieux à ma place que quand je ne suis pas à ma place. C'est le propre même. Déjà, sur l'acte créateur, c'est une chose, mais en plus, quand on est improvisateur, quand on est jazzman, c'est un peu ça. Mais en fait, pour répondre à la question, il y a un artiste qui nous raconte ça. En même temps, voire même peut-être un peu avant Michel Serres, c'est Sun Ra. Je sais pas, vous voyez qui est Sun Ra? Alors, j'adore poser ce genre de questions parce qu'en règle générale, ça fait un conflit générationnel absolument génial dans la salle. Sun Ra, c'est un musicien qui est né avant Charlie Parker, avant les inventeurs du bebop, qui est un peu au prou l'invention du jazz moderne, ce qui correspond à l'invention de l'impressionnisme en peinture, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui date d'avant, qui est dans la grande tradition des big bands des années 20 et tout, et qui va créer une philosophie, et je dis une philosophie rien que pour énerver mon voisin de gauche, et ce n'est pas un point de vue politique quand je dis ça, qui va inventer une philosophie à travers l'utilisation des nouvelles technologies pour dire une chose qui est même une revendication d'un de ses albums, Space is a Place. Un des plus beaux albums de Sun Ra. C'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Il va reconfigurer entièrement, et ça résonne avec beaucoup de choses qu'on a dit, notamment sur la question de l'identité, il va reconfigurer tous les spirituals, tous les gospels de son enfance. Il est de Birmingham, en Alabama. Autant vous dire que c'est le creuset à la fois de la ségrégation et du système raciste le plus terrifiant qui a été créé dans ce contexte-là, mais aussi d'une intelligentsia afro-américaine qui est justement en résistance. Il va reprendre tous les vieux gospels, tous les vieux spirituals, il va remplacer la mythologie du retour à la place qui est l'Afrique, en fait, pour dire c'est Saturne, c'est l'espace, bien avant les premiers lancements d'Apollo, bien avant même la question de ce genre de choses. Et pour ce faire, il va être le premier musicien à utiliser les nouveaux instruments électroniques et électriques. C'est le premier utilisateur des synthétiseurs. À l'époque, un synthétiseur, ça prenait la moitié de la salle. Hein, et il venait avec 25 musiciens en plus. Je raconte cette idée-là parce qu'on voit quel est l'acte de transformation des problématiques identitaires. Là, à l'œuvre, c'est un magnifique pied de nez. On part de Birmingham, on va à Chicago, dans ces creusets. Donc il part du lieu de la ségrégation sudiste, il va dans la ville qui a créé la question du ghetto afro-américain. Donc il va mettre le verre dans le fruit, réellement. Il a toute une pensée qui correspond, moi musique va servir d'énergie à faire décoller les vaisseaux spatiaux pour retourner sur Saturne, qui est la vraie terre promise. Et il prend tout l'imaginaire biblique qui a été transmis dans le cadre de l'esclavage comme une sorte de transmission de dominant à dominé. Et vous voyez la question de la place dans un contexte où on interdit, vous êtes condamné à vivre sur place et vous n'avez pas droit à avoir votre place. Vous voyez l'acte musical, mais pas que musical. En Europe, on adorait Sun Ra. Il débarquait avec des grands panneaux, des soucoupes volantes, des costumes d'extraterrestres. Pour nous, c'était tous les gens qui ont vécu cette expérience, c'est génial. Après, quand ils grattaient un peu et qu'ils comprenaient que Sun Ra y croyait dur comme fer, là, ça posait problème. Mais les Européens ne se sont jamais posé la question. Les Américains, ils savaient de quoi ils parlaient. C'est pour ça que Sun Ra était très surveillé.
Ça résonne avec tout ce que vous pouvez imaginer au niveau politique sur l'histoire qu'on vous raconte sur Martin Luther King, sur Malcolm X, sur tous les grands leaders de cette époque-là. Mais c'était parfaitement accompagné par des penseurs, artistes qui ont magnifiquement transgressé la question de la place et de l'identité. Merci Raphaël. Alors il y a une série de questions sur la technologie, l'accélération. Technologie et accélération, bah oui, c'est un des grands volets de nos rencontres. Au passage, une remarque à l'intention d'Olivier Pourriol. Grâce à vous, ça commence bien, mon algorithme est tout perturbé. Bah, tu vois, ça se prolonge mal. Il n'a jamais imaginé que j'irais rechercher ou voir un film de Stallone des années 90. Il faut que ce message reste anonyme. Ah, pardon. Alors, C'est signé. Et passionnant comme ça. Non, tu ne vas pas dire ce qui doit rester anonyme. Non, je lutte beaucoup pour le cinéma d'art et d'essai. Alors, c'est vrai. Que pensez-vous du projet des patrons, des prophètes de la tech accélérationniste d'espérer un monde où les gens sans travail toucheraient un revenu de vie? Ne pensez-vous pas que l'arrivée de ChatGPT devrait... c'est le chat, je me souviens plus de qui était... Mon chat devrait permettre, je le garde pour poser la question à mes enfants, devrait permettre d'en finir avec les classements, la note, ne plus mettre la pression, mais plutôt à la place des réponses, un questionnement. Là-dessus, déjà, on peut peut-être rebondir, oui, puisque en tant qu'enseignante, évidemment, c'est une question qu'on se pose. Non, parce que là aussi, il va y avoir des différences de compétences. Il y a ceux qui savent bien écrire les prompts, c'est-à-dire qui savent demander très précisément à l'intelligence artificielle de produire ce qui est attendu par le contexte d'évaluation. Et puis il y a ceux qui maîtriseront moins bien cette technique. Donc en réalité, c'est pas quelque chose qui serait démocratique face à un instrument face auquel tous les étudiants d'une même génération seraient égaux. Là aussi, il va falloir acquérir un savoir, le savoir de faire travailler une intelligence pour nous. Donc ça ne résout aucun problème, ça le déplace. Et peut-être même ça en crée, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, puisque ça peut faire disparaître un élément d'apprentissage si cet usage est utilisé très tôt dans la construction psychologique et cognitive de l'enfant. Quelqu'un veut répondre aussi sur le questionnement? Alors sur la question de l'évaluation, il y a quand même des techniques. C'est vrai que moi, comme professeur, hier soir, j'étais ici dans un jury, j'avais envie de pleurer parce qu'on ne pouvait pas donner le premier prix à tout le monde, alors que, bon bref, vous voyez, on fabrique en même temps qu'on veut célébrer. Alors il y avait un philosophe qui s'appelait Alain et qui avait des élèves. Il avait inventé un truc, c'est ses élèves qui le racontent. Il ne mettait pas de notes. Il préparait ses élèves à l'ENS quand même, donc à un moment ils allaient avoir des notes, mais c'est pas lui qui allait les mettre. Ou disons qu'il ne notait que les 3 premières copies. Et donc sur ces 50 élèves, les 3 premiers c'est un podium, et les autres étaient invités à les admirer. Donc c'était une reconnaissance ultra fine d'une compétence très approfondie, et vous étiez offert en exemple, mais ceux qui ne l'avaient pas, c'était comme dans les arts martiaux. Tu n'as pas encore ta ceinture noire, mais ouais, tu es en train d'apprendre. Et donc, ce n'était pas humiliant. Et les élèves disaient que c'était un système intéressant parce que, comme on ne récompensait que ceux qui avaient des bonnes notes, il n'y avait pas de mauvaises notes, et les autres, ils étaient en train d'apprendre, ils n'étaient pas découragés d'apprendre. Donc, il y a des techniques qui ont été inventées il y a longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui, pour des raisons d'en parler, parce que Claire, elle enseigne, elle met des notes, et je lui parlais de ça. Moi, je n'arrive plus à évaluer. Elle me dit, heureusement que tu n'enseignes plus. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Et j'ai dit, mais idéalement, dans un monde idéal, ce ne serait pas très compliqué à faire. Enfin, bon, c'est facile à dire. Il suffirait que le professeur, d'ailleurs, le professeur qui vous prépare au bac, ce n'est pas lui qui vous fait passer le bac. Et donc, il est de votre côté. Il vous entraîne. Moi, je fais des arts martiaux. En arts martiaux, on est tranquille, il y a la ceinture. Chacun est à sa place. C'est important de rester à sa place. Si tu es ceinture pas marron, si tu es ceinture blanche, tu sais où tu te positionnes. Et donc, tu as un cosmos, tu sais où est ta place. Tu es en train d'apprendre. Ça va bouger ta place. Mais pour l'instant, tu es là. Donc, viens pas expliquer à la ceinture noire ce que c'est un kata. Tu vois, tu te bosses, quoi. Et ça, c'est très sain, moi, je trouve, de savoir sa place. On est en train d'apprendre, on apprend. Mais ce n'est pas stigmatisant. Une ceinture blanche, c'est une couleur, mais c'est pas... Oui. Et donc, on te présente, comme les Compagnons de France, on te présente pour faire ton chef-d'œuvre quand tu es prêt.
on ne t'évalue jamais si tu n'es pas en position de réussir. Parce qu'évaluer quelqu'un qui ne peut pas réussir, c'est le détruire en fait. Donc moi, je suis très sensible à ces sujets-là, parce que quand j'ai enseigné, on vous demande d'évaluer tout le temps, de plus en plus tôt, et l'évaluation, elle détruit. Exactement comme dans le monde du travail. C'est Christophe Dejour, que tu avais l'air d'évoquer, psychiatre spécialiste de la souffrance au travail, qui le dit. Il y a un film qui s'appelle, je n'ai pas montré cette année, c'était pas le sujet, c'était Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. C'est un documentaire, c'est un titre, c'est une phrase qui vient de la Bible, et il débriefe des médecins du travail. Et les médecins du travail disent tout le monde souffre partout, dans tous les. Et c'était il y a 20 ans. Hein. Et c'est pas mieux. Et il dit voilà, le travail, c'est pas plus dur qu'avant, mais maintenant on est seul au travail. À cause de l'évaluation individuelle. Les collègues deviennent des rivaux. Et à l'école, c'est pareil. Et donc il dit ça détruit toutes les solidarités. Et c'est ça le problème de l'humanité de demain. C'est pas l'augmentation par une IA qui va encore nous isoler. C'est de reconstruire des relations de solidarité. C'est pas rien la solidarité, ça veut dire qu'on se balance pas, ça veut dire que vous voyez, c'est un truc, c'est pas un truc de mafieux, c'est pas ça que je dis. Mais la solidarité, c'est, vous voyez comment dire, se dire qu'il y a des moments où l'autre, il faut pas l'évaluer. C'est pas facile à faire de nos jours. Tout le monde est tout le temps évalué. Bon, enfin voilà, c'était voilà. Petite question à Raphaël qui a dit que les artistes venaient après les sportifs, etc. Et que, mais là, j'ai l'impression que les artistes ont été en avance. Je me souviens vous avoir entendu, Raphaël Imbert, avec une machine, Omax, qui était, et donc c'était une sorte de prompt artistique, puisque vous demandiez à la machine de produire, de vous accompagner, et vous jouiez avec la machine. Est-ce que les artistes, peut-être, ont inventé des dispositifs de collaboration avec la machine, où chacun trouve sa place? J'aimerais tellement vous dire oui. Sauf que c'est toujours un peu la même histoire. On n'est pas... les artistes, les créateurs, d'accord, des créatrices, on est d'accord, une sorte d'innovation de l'imaginaire qui est très très fort. Adolphe Sax, qui invente le plus bel instrument du monde de l'histoire, qui est le saxophone, et qui, comme tous les grands génies français, est belge, je tiens à le préciser, il n'est pas musicien. Enfin, sans les scientifiques, les chercheurs et tout, on n'est pas grand-chose de ce point de vue-là. Enfin, je veux dire, moi, il se trouve que je chante très mal. C'est pour ça que le chanteur, le vocaliste est si touchant. Parce que là, vous touchez à la... Je parle de musique, hein. Et le danseur, c'est pareil, on parlait du corps, le danseur ou la danseuse. Là, il n'y a aucun intermédiaire, il n'y a aucun médiateur technique. Enfin, malgré tout, on est 99% de tous les arts ont besoin d'une médiation technique. Et donc, c'est une histoire qui date depuis le début, en fait, de l'histoire de l'art, de tous les arts. Et en ce qui concerne cette recherche-là, ce sont les scientifiques passionnés de musique. C'est intéressant, c'est l'IRCAM. Vous connaissez l'IRCAM ? C'est un autre établissement public super important qui fait partie des grands caprices de Pierre Boulez, qui avait besoin de ces grands outils à Paris. On est en pleine période de décentralisation, mais on a eu Pierre Boulez, donc je peux me permettre de faire quelques pics comme ça au passage. Voilà, non mais voilà. Et il crée un lieu de recherche scientifique acoustique sur la musique. C'est unique au monde, quasiment. Et dévolue entièrement à la recherche pour la musique contemporaine. Voilà. Je m'arrête là parce que je pense que la plupart des gens dans la salle ont plutôt écouté d'autres choses que le marteau 100 mètres de Pierre Boulez, par exemple. Il n'empêche que nous sommes tous les héritiers de Pierre Boulez. C'est un des personnages les plus importants de l'histoire de l'art et de la musique. Et il détestait l'improvisation. Mais vraiment, ontologiquement, philosophiquement, il interdisait toute recherche sur l'improvisation. L'improvisation, c'est le mal, c'est l'imperfection, c'est l'accident, c'est la gestion du risque. Non, c'est le compositeur et la compositrice, d'ailleurs surtout le compositeur, qui a raison. Et quand Pierre Boulez n'est plus là, comme par hasard, les scientifiques passionnés de jazz, passionnés de blues, de rock et tout ça, ils ont commencé à faire des recherches sur l'improvisation. Est-ce que les machines que l'on crée depuis 40 ans sont capables d'improviser avec un improvisateur? Et là, ils ont commencé à faire ces recherches. Ça vient des scientifiques, ça vient des gens qui sont des ingénieurs mathématiciens, qui ont une connaissance scientifique auquel moi, je n'ai absolument pas accès. Il y a un truc qui est certain, c'est qu'il y avait deux camps chez les improvisateurs, musiciens, musiciennes. C'est ceux qui étaient attirés par cet objet-là et ceux pour qui c'était la fin de leur métier. Il y a des histoires comme ça, hein, de technologies qui ont tué des métiers. La boîte à rythme dans les années 80. On est tous fans d'Indochine, ce genre de choses. Poum, poum, tac, poum, poum. Les batteurs n'avaient plus de boulot. Voilà. Donc on a peur de ces trucs-là. Et en fait, cette machine-là, c'est exactement comme mon chat.
C'est ce que vous mettez, c'est le prompt, c'est ce que je joue qui permet à la machine de jouer. Alors le truc, c'est qu'au bout de 2 minutes, elle joue des trucs que moi, je suis incapable de jouer. Alors on peut être effrayé par ça. Moi, je trouve ça extrêmement stimulant. Et d'ailleurs, et je termine là-dessus, j'ai découvert au bout de quelques années de travailler avec ce logiciel qu'en fait, mon mode de jeu a changé grâce à la machine. Et il a changé, je vais vous dire un truc, il a changé en mieux. Ça m'a permis d'être créatif. Il y avait une petite concurrence quand même. Moi, j'adore jouer avec ça, mais je dis quand même, au bout de 5 minutes, il fait des trucs que je ne sais pas jouer. Il faut que je sache le jouer. C'est un vrai outil pédagogique. Alors, on a commencé à répondre à la dernière question. Comment échapper au pessimisme? C'est ça. Il nous reste 4 minutes. À vous de jouer. Olivier Pourreul, comment échapper au pessimisme? Je sais pas, pourquoi échapper au pessimisme? C'est la demande, c'est la demande. Non, mais ça me rappelle, c'est une blague que j'ai entendue, j'ai mis très longtemps à la comprendre, et je suis toujours pas sûr d'avoir compris. C'était en 1940, les optimistes étaient dans des camps. C'est n'importe quoi dire ça, mais vous voyez, c'est une blague juive, hein, ça m'était raconté par quelqu'un. Il me dit, tu vois, les optimistes, ils se sont fait déporter, et les pessimistes, ils se sont méfiés. Et bon, je change de sujet. Donc le pessimisme, en fait, c'est comment dire? Le pessimisme, ça on plombe le truc. Non, c'était bien ton truc sur la musique. Non, tu vois, ça, c'est une improvisation que n'aurait pas faite une IA, parce qu'il y a des gens qui programment le truc, ils disent non, tu peux pas dire ça. Voilà. On va te débrancher bientôt. Hein. C'était la remarque d'un prisonnier de guerre voilà. au Vietnam, un amiral, qui disait de tous ceux qui ont survécu dans les camps, seuls les pessimistes ont survécu. Les optimistes s'attendaient à être libérés d'un mois sur l'autre. Ouais. Les pessimistes, non, et ils ont survécu. C'est vrai. Ceux-là. C'est vrai. Donc, est-ce que tu es pessimiste? Non, c'est pas ça. Le pessimisme, l'optimisme, je sais pas, je trouve pas que l'optimisme, c'est une qualité particulière s'il est berne. Quelqu'un qui est optimiste et qui roule à 250 à l'heure, bon, non, attendez, si c'est Alain Prost, voilà, il a raison. Mais si c'est moi, j'ai tort. Donc, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que la vraie qualité humaine, c'est d'être capable de se poser une bonne question. Voilà. Après, pessimisme, optimisme, c'est une qualification qu'on fait après. Et je ferai une remarque. Il y avait hier matin un échange tout à fait fascinant sur la dépression, sur l'insomnie. Moi, je me suis levé tôt, je vais les écouter. J'ai appris plein de choses. Et l'ambiance était très bonne. Non, mais c'est vrai, vous y étiez. Et à la sortie, on allait prendre un café, et il y avait des gens qui étaient restés au café par précaution et qui ont dit à leurs amis qui étaient allés courageusement écouter, ils disent alors, ça allait, c'était pas trop plombant? Je dis ben non en fait, c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'action, dans la réflexion, que vous affrontez un problème, on est dans l'action, donc le pessimisme, l'optimisme, ça disparaît, c'est juste intéressant. Merci Olivier. Pardon, c'était pas du tout ce que vous attendiez. Claire, on va vous laisser le mot de la fin. On peut retrouver... C'est plus prudent. On peut retrouver Michel Serres, bien sûr, et ce que vous évoquiez il n'y a pas très longtemps sur le manque d'adresse. Je crois que justement, ce que des journées comme celle qu'on a partagées ont montré, c'est qu'il y a une adresse au sens où on s'est adressé les uns aux autres, on s'est écouté, et même si nous, là, on ne vous voit pas très bien, on a eu plein d'occasions de discuter en dehors, sur la place, au café, etc. Donc, je pense que si on peut être optimiste, c'est que on s'adresse encore les uns aux autres et que, là, je reviens un peu sur mes idées, mais une adresse, c'est avant tout le désir de relation, de lien, d'échange, et que tant que ça existe encore, on a une bonne raison d'être optimiste. Et on a une bonne raison de remercier le public. Merci beaucoup Claire Marin, Olivier Pourreul, Raphaël Imbert. Alors, s'il vous plaît, c'est le moment des remerciements. On voudrait remercier la mairie d'Agen, le maire d'Agen, bien entendu, de rendre cet événement possible depuis 5 ans. On a créé quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur et qui, chaque année, je trouve, est meilleur. Donc, merci à la mairie d'Agen, merci à David Giles qui dirige ces rencontres d'une main très ferme, mais très amicale aussi. Merci à Sophie Bancard, sans qui cette aventure aussi, éditrice de Michel Serres, et qui tient l'héritage, qui tient la mémoire de Michel Serres. Merci à elle. Merci à Marie Serres qui est montée dans la barque cette année et qui a transformé ces rencontres.
avec son énergie est infatigable, parce que c'est une sacrée logistique de faire venir tout ce monde sur un week-end où parfois il y a des travaux sur la ligne SNCF. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est merci Marie, le monde a changé grâce à toi. Merci, je voudrais remercier, vous avez remarqué qu'on a un soin très particulier à l'animation de ces rencontres. On a eu des super animateurs en la personne d'Apolline Guillot, de Clara De Giovanni, de Myriam Palin. Merci beaucoup à eux. Le Grand Continent aussi était associé. Merci à l'équipe du Grand Continent. Merci aussi à Nolwenn Pétoin, qui est professeur de philosophie et qui a fait le lien avec tous les élèves pour toutes les questions qui sont remontées. Et je trouve que c'est très important que les jeunes soient là avec leurs questions, avec leurs pensées, et qu'ils s'approprient à la fois la pensée des philosophes. Ils déchirent les livres, ils les traitent en classe. C'est fondamental. Merci aussi à Chiara Pastorini, qui a arrangé toutes les rencontres et s'est occupée de faire venir des professeurs de philosophie dans toutes les classes, avec des dizaines, voire davantage d'interventions. Et voilà. Et puis, merci à vous tous et on se retrouve, l'année prochaine. On l'espère, l'année prochaine.